Parfois, la bonté que nous offrons nous revient lorsque nous en avons le plus besoin. Et parfois, elle revient d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Il y a 20 ans, une femme nommée Monique Dubois trouva un louveteau mourant dans la neige. Elle lui sauva la vie et le rendit à la liberté. Aujourd'hui, elle a 67 ans, vit seule dans les montagnes du Jura, et ses propres forces s'amenuisent. L'hiver approche. Puis un matin, un loup apparaît à la porte de son chalet. Il a une fourrure sombre et des yeux ambrés. Il ne part pas. Des choses étranges commencent à se produire dans la forêt autour de sa demeure. Des choses protectrices. Des choses qu'elle ne peut expliquer. Que veut ce loup après toutes ces années? La lumière du matin, fine et pâle, filtrait à travers les sapins, projetant de longues ombres sur la clairière où se dressait le chalet isolé de Monique Dubois. Elle se réveilla comme elle le faisait toujours, lentement, avec cette raideur qui était devenue sa compagne de tous les instants au cours des dernières années. Ses articulations protestèrent avec une plainte sourde lorsqu'elle fit pivoter ses jambes hors du lit étroit, et elle resta assise un moment, laissant son corps se souvenir comment bouger. 67 ans, ce n'était pas vieux selon les normes modernes. Mais ici, dans les hauteurs des montagnes du Jura, où chaque tâche exigeait un effort physique, où chaque hiver mettait à l'épreuve votre détermination, les années s'accumulaient différemment. Elles s'installaient dans vos os et se manifestaient à chaque mouvement, à chaque bouffée d'air froid des montagnes. Elle se leva enfin, enroulant une couverture de laine usée autour de ses épaules avant de se traîner jusqu'au poêle à bois. Le chalet était petit, une seule pièce principale avec une alcôve pour dormir, un coin cuisine composé d'un brûleur à gaz propane et d'un évier sans eau courante, et des étagères garnies de bocaux en verre remplis d'herbes séchées et de teinture. Les murs étaient faits de rondins calfeutrés, sombres de vieillesse et de fumée, et le sol était constitué de larges planches de pin qui craquaient à des endroits familiers. Monique connaissait chaque son que faisait ce chalet. Elle y vivait depuis 23 ans, d'abord avec son mari, Pierre, puis, depuis 15 ans, seule. Elle ranima les braises dans le poêle, y ajouta du petit bois, puis de petites bûches de pain. Le feu prit rapidement, et elle laissa la porte ouverte un instant, regardant les flammes danser. Le feu était à la fois un compagnon et une nécessité ici. Sans lui, ces montagnes vous tueraient avant même que la première neige ne fonde. Pendant que l'eau chauffait pour sa tisane, elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la clairière. La matinée d'octobre était fraîche et claire. Le givre argentait l'herbe de la prairie, et les trembles sur la crête lointaine avaient pris la couleur de l'or vieilli. Dans quelques semaines, il serait nu. Dans un mois, la première neige sérieuse arriverait. Elle avait survécu à 22 hivers en ce lieu. Chacun avait été dur. Chacun lui avait appris quelque chose sur la survie, sur la solitude, sur la différence entre être seul et se sentir seul. La bouilloire siffla et elle prépara sa tisane. Aiguilles de pin et cynorhodon, cueillis dans la forêt autour de son chalet. Le goût était vif et pur, et il la réchauffait de l'intérieur. Elle avait appris l'herboristerie par nécessité après la mort de Pierre. Le bourg de la vallée le plus proche était à plus de 60 km, au bout d'un chemin de terre qui devenait impraticable la moitié de l'année. Quand on vit si loin de toute aide, on apprend à se soigner soi-même, ou on ne survit pas. Ces étagères contenaient les preuves de cet apprentissage. Des bocaux d'arnica des montagnes pour les contusions, de consoude pour les plaies, d'écorce de saule pour la douleur, de l'aquilée millefeuille séché et du sureau, des teintures d'échinacée et de lichen du Sné. Elle avait appris par elle-même, dans les livres que Pierre possédait, par essai et erreur, en observant ce que les animaux mangeaient quand ils étaient malades. Des gens venaient parfois la voir pendant les mois les plus chauds. La rumeur s'était répandue discrètement qu'il y avait une femme dans les montagnes qui connaissait les plantes, qui pouvait aider pour des maux que les médecins du bourg ne pouvaient pas guérir ou facturaient trop cher. Elle ne faisait jamais de publicité, ne cherchait jamais cela, mais elle ne renvoyait personne non plus. Ils arrivaient à pied ou à cheval, portant leurs mots et leurs histoires, et elle écoutait et offrait ce qu'elle pouvait. Cela lui procurait un petit revenu, suffisant pour les quelques fournitures qu'elle ne pouvait pas cultiver ou fabriquer elle-même, mais surtout, cela lui donnait un but au-delà de la simple survie. Pourtant, les visiteurs étaient rares. La plupart de ses journées se passaient seules, et c'est ainsi qu'elle le préférait. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. Après sa tisane, elle s'habilla en superposant les couches, des sous-vêtements longs, un pantalon de laine, une chemise en flanelle, un gros pull que Pierre avait porté. Ces vêtements lui avaient survécu, et elle les portait maintenant sans sentimentalité. Ils étaient simplement chauds, et la chaleur importait plus que le souvenir lorsque la température chutait en dessous de zéro. Elle enfila ses bottes et sortit.
Le froid la saisit immédiatement, vif et vivifiant. Sa respiration formait un nuage de buée devant son visage. Elle resta un moment sur le porche, laissant ses yeux s'adapter, laissant son corps s'éveiller pleinement au jour. Le chalet se trouvait dans une clairière naturelle, entourée sur 3 côtés par une forêt dense. Sapins de Douglas, pins sylvestres, mélèzes d'Europe. À l'est, le terrain s'ouvrait sur une prairie qui descendait en pente douce vers un ruisseau. Au-delà, les montagnes s'élevaient en couches successives, crête après crête, se fondant dans un lointain bleuté. C'était d'une beauté qui ne perdait jamais de sa puissance. Même après toutes ces années, elle pouvait se tenir là et ressentir quelque chose de proche de l'émerveillement. Elle avait été garde forestière autrefois, affectée à ce territoire même. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Pierre. Il était biologiste de la faune sauvage et étudiait les schémas de migration des cerfs. Ils étaient tombés amoureux dans ces montagnes, s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie au bourg, et avaient construit ce chalet de leurs propres mains. Pendant 12 ans, ils avaient vécu ici dans une sorte de paradis rustique, exerçant leurs métiers respectifs, s'entraidant, apprenant les rythmes de ce lieu sauvage. Puis Pierre avait eu une crise cardiaque alors qu'il randonnait seul sur la crête nord. Quand elle l'avait trouvé, il était déjà parti. Elle aurait pu partir alors. Elle aurait probablement dû. Mais quelque chose en elle refusait. Ce lieu le retenait leur vie commune, et partir lui semblait une trahison. Alors elle était restée. Elle avait démissionné de l'Office national des forêts. Le travail avait de toute façon déjà commencé à lui déplaire, et elle était devenue ce qu'elle était maintenant, une recluse, une herboriste, une femme qui avait choisi la compagnie des arbres et du silence plutôt que les complications du monde d'en bas. Sa routine matinale était simple et immuable. Elle vérifiait sa réserve d'eau, un récupérateur d'eau de pluie qu'elle avait équipé d'un système de filtration, ainsi que le ruisseau à quelques pas de là. Elle inspectait son tas de bois, qui était plus bas qu'elle ne l'aurait souhaité. Couper du bois était devenu difficile pour elle. Ses mains se crispaient, ses épaules lui faisaient mal, et elle se fatiguait rapidement. L'hiver dernier, ses réserves avaient été dangereusement basses. Cet hiver, elle devrait être plus prudente. Elle parcourait le périmètre de sa petite propriété, cherchant des signes d'animaux. Des traces de chevreuil dans le givre, les marques de griffes d'un ours noir sur l'un des pins, des marques anciennes, datant de plusieurs semaines, une dispersion de plumes là où un faucon avait attrapé une gélinotte. La forêt communiquait toujours, si l'on savait écouter. C'est en retournant au chalet qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Des traces dans le givre près de son tas de bois. De grandes empreintes de canidés, trop grandes pour un coyote. Elle s'accroupit, ses genoux protestants, et les étudia. 4 doigts, des griffes visibles, un grand coussinet. Des traces de loup. Son cœur fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un soubresaut, un battement d'ailes. Il y avait des loups dans ces montagnes. Elle les avait entendus au fil des ans, leur hurlement résonnant sur les crêtes les nuits d'hiver. Mais ils étaient insaisissables, et elle ne les avait vus qu'une poignée de fois durant toutes ces années ici. Ils évitaient les humains, gardaient généralement leur distance. Ces traces étaient fraîches, datant des dernières heures, et elles encerclaient son chalet. Elle se releva lentement, scrutant la clairière avec une nouvelle conscience. La forêt semblait soudain moins vide. Elle eut la nette sensation d'être observée, bien qu'elle ne vit rien, n'entendit rien d'inhabituel. Après un moment, elle secoua la tête et rentra. Les loups n'étaient que des animaux. Il n'y avait aucune raison de se sentir nerveuse. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, écoutant le vent souffler à travers les pins, elle pensa aux traces. Et elle pensa à autre chose, une chose qu'elle ne s'était pas autorisée à se remémorer depuis longtemps. 20 ans auparavant, alors qu'elle était encore garde forestière, il y avait eu une terrible tempête fin mars. Une neige lourde et humide, et un vent qui arrachait les branches des arbres. Elle était sortie pour vérifier un sentier éloigné quand elle avait entendu quelque chose, un son aigu et faible, à peine audible par-dessus la tempête. Elle l'avait suivi et avait trouvé un louveteau empêtré dans de vieux barbelés, à moitié enseveli dans une congère. Le fil de fer s'était profondément enfoncé dans son épaule et sa patte avant. Il était à peine vivant, tremblant de froid et de choc, ses yeux vitreux de douleur. Elle aurait dû le signaler. Le protocole exigeait de signaler tout animal sauvage blessé, en particulier les prédateurs. Le service aurait envoyé quelqu'un pour déplacer ou euthanasier l'animal. Mais elle ne l'a pas signalé. Au lieu de ça, elle l'a libéré, l'a enveloppé dans sa veste et l'a ramené à son chalet.
Elle a soigné ses blessures avec les mêmes fournitures qu'elle utilisait pour elle-même. Elle l'a gardé au chaud, lui a fait boire de l'eau et du bouillon, a veillé sur lui toute la nuit quand sa fièvre est montée en flèche et qu'elle a cru qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Pendant 6 semaines, elle l'a soigné jusqu'à sa guérison. Elle l'a gardé caché dans la remise derrière le chalet, ne le disant à personne, pas même à Pierre, qui était parti à Lyon pour une conférence. Le louveteau a repris des forces, ses blessures ont guéri. Il a commencé à manger de la nourriture solide, à se déplacer sans boiter, à l'observer avec des yeux ambrés, vifs et intelligents. Quand il a été assez bien, elle l'a emmené au plus profond de la forêt et l'a relâché. Elle s'attendait à ce qu'il s'enfuit, qu'il disparaisse dans les arbres sans un regard en arrière. Au lieu de cela, il était resté assis un long moment, la regardant. Puis il avait touché son nez à sa main, une seule fois, doucement, avant de se tourner et de s'évanouir dans le sous-bois. Elle ne l'avait jamais revu. 3 mois plus tard, un autre garde avait trouvé des preuves de sa transgression. Des fournitures médicales dans la remise, des poils de loup, des registres qu'elle n'avait pas assez bien cachés. Il y eut une enquête. Elle fut réprimandée formellement, on lui dit qu'elle avait violé le protocole, s'était mise en danger, avait interféré avec la politique de gestion de la faune. Il voulait qu'elle admette que c'était une erreur, qu'elle s'excuse, qu'elle promette de ne jamais recommencer. Elle refusa. Elle avait sauvé une vie, et elle n'en était pas désolée. Si cela la rendait inapte au service, alors soit. Elle démissionna 2 semaines plus tard. Pierre avait d'abord été en colère contre elle, non pas pour avoir sauvé le loup, mais pour avoir gâché sa carrière. Mais il avait fini par comprendre. C'était l'une des choses qu'elle avait aimées chez lui. Sa capacité à comprendre les choix qui n'avaient pas de sens logique, mais qui avaient un sens émotionnel, le genre de sens qui s'ancre au plus profond de vos os et devient une partie de ce que vous êtes. Maintenant, allongée dans l'obscurité de son chalet, Monique pensait à ce louveteau aux yeux ambrés et à la blessure à l'épaule. Elle pensait aux traces qui encerclaient son chalet. Et elle se demandait. Le lendemain matin, il y avait d'autres traces. Monique les trouva dès qu'elle mit le pied dehors, une piste claire dans le givre, menant de la lisière de la forêt aux marches de son porche, puis repartant. Le loup était venu jusqu'à sa porte pendant qu'elle dormait. Elle se tenait sur le porche dans la lumière froide de l'aube, sa respiration formant un nuage, et étudiait les traces. Elles étaient délibérées, intentionnelles, pas le cheminement errant d'un animal de passage. C'étaient les traces de quelque chose qui était venu ici spécifiquement, quelque chose qui avait affaire à ce chalet. Elle balaya du regard la lisière des arbres, mais ne vit rien. La forêt était silencieuse, le seul son étant l'appel lointain d'un corbeau. Pendant les 3 jours suivants, le schéma se poursuivit. Chaque matin, de nouvelles traces. Chaque nuit, elle restait éveillée, écoutant, n'entendant rien d'inhabituel, mais sachant d'une manière ou d'une autre que quelque chose était là, dehors, observant, attendant. Le 4e matin, elle le vit. Elle transportait du bois de la pile au chalet quand un mouvement à la lisière de la clairière attira son attention. Elle s'arrêta, les bras chargés de pain fendu, et tourna lentement la tête. Un loup se tenait à la lisière de la forêt. Il était grand, pesant facilement 45 kilos, avec une fourrure sombre presque noire, sauf là où la lumière du matin l'accrochait et révélait des reflets gris et argentés. Il se tenait immobile, l'observant, et même à 50 mètres de distance, elle pouvait voir ses yeux. Ambrés, vifs et intelligents, et entièrement concentrés sur elle. Son cœur se mit à battre la chamade, non pas de peur, réalisa-t-elle avec une certaine surprise, mais d'autre chose. De reconnaissance. Une reconnaissance impossible. Elle posa lentement le bois, sans jamais le quitter des yeux. Il ne bougea pas, n'avança ni ne recula, se tenant simplement là comme s'il attendait quelque chose. Ça ne peut pas être, murmura-t-elle pour elle-même. Mais même en le disant, elle savait. Elle savait de la manière dont on sait les choses qui n'ont pas de sens, mais qui sont vraies quand même. 20 ans, c'était long. Les loups ne vivaient pas aussi longtemps dans la nature. Pas habituellement, peut-être 15 ans tout au plus, et c'était rare. Mais elle connaissait ses yeux. Et quand il déplaça son poids, elle le vit. Une tache de fourrure plus claire sur son épaule gauche, exactement là où le barbelé s'était le plus profondément enfoncé toutes ces années auparavant. Une cicatrice, estompée mais toujours visible si l'on savait où regarder. Ombre, dit-elle, utilisant le nom qu'elle lui avait donné dans son esprit pendant les 6 semaines où elle s'était occupée de lui. Les oreilles du loup se dressèrent au son de sa voix.
Ils restèrent ainsi un long moment, femme et loup, séparés par la largeur de la clairière, mais connectés par quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu expliquer. Puis il se tourna et se fondit dans la forêt, silencieux comme la fumée. Monique resta immobile plusieurs minutes après sa disparition, son esprit en ébullition. Ce n'était pas possible. C'était absolument impossible. Et pourtant, elle l'avait vu. Elle avait vu la cicatrice. Elle rentra sur des jambes tremblantes et se fit une tisane, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle en renversa la moitié. Elle s'assit à sa petite table et essaya de penser logiquement à ce dont elle venait d'être témoin. Les loups pouvaient vivre jusqu'à 20 ans en captivité. Elle le savait. Dans la nature, 15 ou 16 ans étaient possibles, mais rares. Ombre, si c'était bien Ombre, aurait 20 ans maintenant. Un âge vénérable pour un loup sauvage, mais pas impossible. Et la cicatrice. Elle ne l'avait pas imaginée. Mais pourquoi? Pourquoi serait-il revenu après tout ce temps? Que pouvait-il bien vouloir? La question tournait en boucle dans son esprit, sans réponse. Cette nuit-là, elle resta de nouveau éveillée, à l'écoute. Et cette fois, elle entendit quelque chose. Un hurlement, long, grave et mélancolique, résonnant à travers les montagnes. Il était proche, très proche, juste à la lisière de sa clairière, pensa-t-elle. C'était un son à la fois obsédant et étrangement réconfortant, et elle resta là à l'écouter jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans le silence. Le lendemain matin apporta une surprise. Près de son tas de bois, elle trouva un lapin, fraîchement tué, encore chaud, soigneusement déposé sur une pierre plate. Les traces du loup étaient tout autour. Elle resta là à le regarder, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. C'était un cadeau. Ça devait l'être. Les loups ne laissaient pas leur proie traîner sans raison. Ils lui avaient apporté de la nourriture. Au cours des jours suivants, le schéma devint clair. Ombre, elle ne pensait plus à lui que sous ce nom, avait établi une routine. Elle le voyait à l'aube et de nouveau au crépuscule, toujours à la lisière de la clairière, toujours en train de regarder. Il ne s'approchait jamais à moins de 50 mètres, mais il ne partait jamais non plus. Et tous les quelques jours, elle trouvait quelque chose près de son chalet, un lapin, une gélinotte. Une fois, le quartier arrière d'un chevreuil, plus de viande qu'elle ne pouvait en utiliser avant qu'elle ne s'abîme. Elle commença à comprendre qu'il ne faisait pas que lui rendre visite. Il subvenait à ses besoins, la protégeait. La pensée aurait dû sembler absurde, mais elle avait vécu assez longtemps dans ces montagnes pour savoir que les animaux étaient capables de choses qui semblaient impossibles à la logique humaine. Elle commença à lui parler, se tenant sur son porche dans le froid du matin et parlant à la forêt où elle savait qu'il écoutait. « Je ne sais pas pourquoi tu es revenu, dit-elle un matin, sa voix portant à travers la clairière givrée. Je ne sais pas ce que tu veux ni ce dont tu te souviens. Mais moi, je me souviens de toi. Je me souviens de cette tempête, de ta petite taille et de comment j'ai cru que tu allais mourir. » La forêt était silencieuse, mais elle sentait sa présence. « Je suis vieille maintenant, continua-t-elle, et le dire à voix haute le rendait plus réel que jamais. Je ne suis pas sûre de passer cet hiver. Pas seule. Et voilà, la vérité qu'elle avait évitée. Son corps la lâchait, de petites manières qui s'additionnaient. La toux persistante qui ne partait pas. La façon dont ses mains tremblaient parfois. L'épuisement qui survenait trop vite et durait trop longtemps. Elle était en train de mourir. Pas aujourd'hui. Peut-être pas ce mois-ci, mais bientôt. Elle pouvait le sentir, comme les animaux sentent une tempête approcher. Cette nuit-là, pour la première fois, Ombre dormit sur son porche. Elle pouvait l'entendre à travers la porte, le son de sa respiration, le mouvement occasionnel de son poids sur les planches de bois. Elle resta allongée dans son lit et écouta, et le son d'un autre être vivant si proche la fit pleurer pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas seule. Après tout ce temps, après avoir choisi la solitude et s'être dit que c'était ce qu'elle voulait, elle n'était pas seule. Et le loup qui aurait dû l'oublier, qui aurait dû vivre sa vie sauvage et libre loin de cet endroit, était revenu. Monique commença à tenir un registre. C'était une vieille habitude de ses jours de garde forestière. Tout documenter. Noter les schémas. Essayer de donner un sens à ce que l'on observe. Elle trouva un carnet vierge dans l'une des vieilles boîtes de fourniture de pierre et commença à noter tout ce qu'elle remarquait sur le comportement d'Ombre. Il apparaissait à l'aube et au crépuscule, sans faute. Pendant la journée, elle l'apercevait parfois se déplaçant dans la forêt,
patrouillant dans ce qui semblait être un large cercle autour de son chalet. La nuit, il dormait sur son porche ou juste à la lisière de la clairière, assez près pour qu'elle puisse l'entendre si elle écoutait attentivement. Les cadeaux de nourriture continuaient. Elle essaya de ne pas les accepter au début, sa fierté se hérissant à l'idée d'être soignée comme une invalide. Mais le pragmatisme l'emporta. Son énergie pour la chasse et la cueillette était désormais limitée, et la viande qu'il apportait était fraîche et propre. Elle prenait ce dont elle avait besoin et laissait le reste au charognard. Elle commença également à cartographier ses mouvements sur une vieille carte topographique qu'elle avait de ses années de garde forestière. Elle marquait les endroits où elle le voyait, les sentiers qu'il semblait privilégier, les zones où elle trouvait ses traces. Un schéma se dessina. Il avait établi un périmètre autour de sa propriété, une frontière protectrice qu'il maintenait avec la discipline d'une sentinelle. Assise à sa table un après-midi, étudiant la carte, elle laissa son esprit dériver vers ces 6 semaines, 20 ans auparavant, où Ombre avait été impatient sous ses soins. Elle se souvint de la nuit où elle l'avait trouvé. La tempête avait été féroce, l'un de ces blizzards de fin de saison qui arrivent durement, déversant une neige humide qui s'accrochait à tout. Elle vérifiait une section éloignée du sentier, s'assurant que les abris d'urgence étaient approvisionnés et sécurisés avant que le pire ne frappe. Le son avait été faible, presque perdu dans le vent. Un gémissement aigu, répétitif et désespéré. Elle avait failli le manquer. En suivant le son, elle l'avait trouvé dans un petit ravin, à moitié enseveli sous la neige. Les barbelés provenaient d'une ancienne clôture, vestige de l'époque où les éleveurs avaient tenté de faire paître du bétail dans ces montagnes des décennies plus tôt. La plupart avaient été enlevés, mais il en restait encore dans des coins oubliés de la forêt. Il s'y était empêtré, et dans sa panique pour s'échapper, il l'avait resserré autour de lui. Le fil avait traversé sa fourrure et entaillé le muscle. Son épaule et sa patte avant gauche étaient les plus touchées, le fil si profondément enfoncé qu'elle pouvait à peine le voir sous le sang et la fourrure emmêlée. Il était en état de choc, sa respiration rapide et superficielle, ses yeux vitreux. Elle s'était agenouillée dans la neige à côté de lui et avait pris une décision qui allait changer sa vie. Avec son outil multifonction, elle avait soigneusement coupé le fil morceau par morceau, en essayant de ne pas causer plus de dégâts. Il était trop faible pour la combattre, ce qui était à la fois une bénédiction et un signe terrible. Quand elle l'eut enfin libéré, il resta simplement là, tremblant. Elle l'avait enveloppé dans sa veste, son bon manteau d'hiver, celui que Pierre avait économisé pour lui acheter, et l'avait ramené à son chalet. Il ne devait pas peser plus de 10 kilos. Mais dans la tempête, luttant dans la neige profonde, il semblait en peser 25. Pierre était à Lyon pour une conférence, il ne devait pas rentrer avant une semaine. L'isolement, qui lui était habituellement confortable, lui parut soudain un cadeau. Elle pouvait faire ce qui devait être fait sans avoir à s'expliquer, sans se disputer, sans que personne ne l'arrête. La remise derrière le chalet était devenue la salle de convalescence d'Ombre. Elle l'avait isolée du mieux qu'elle pouvait, installé une lampe chauffante alimentée par leur générateur, fait un lit de vieille couverture. Elle avait nettoyé ses blessures avec le même antiseptique qu'elle utilisait pour ses propres coupures, appliqué une pommade antibiotique, les avait soigneusement bandées. Cette première nuit, elle crut qu'il allait mourir. Sa température était trop basse, sa respiration erratique. Elle resta assise à côté de lui pendant des heures, vérifiant son pouls, ajustant la lampe chauffante, lui parlant d'une voix basse et régulière. « Tu vas t'en sortir », lui disait-elle, sans y croire elle-même. « Tu es solide. Tu as survécu jusqu'ici. Tu peux survivre encore un peu. » Vers l'aube, sa température commença à monter. Trop. La fièvre maintenant, au lieu de l'hypothermie. Elle lui donna de l'aspirine écrasée dans de l'eau, la lui fit avaler avec un compte-gouttes. Elle le rafraîchit avec des linges humides, vérifia ses blessures à la recherche de signes d'infection. Pendant 3 jours, ce fut ainsi, des hauts et des bas, crises et rémissions, sans jamais être certaine de l'issue. Le 4e jour, il mangea juste un peu, de la viande hachée qu'elle avait réussi à lui mettre dans la bouche, mais il l'avala et la garda. Et c'est là qu'elle sut qu'il allait s'en sortir. Après cela, la guérison fut lente mais régulière. Elle changeait ses bandages 2 fois par jour, surveillait ses blessures pour détecter toute infection, augmentait progressivement sa nourriture. Elle lui parlait constamment, narrant tout ce qu'elle faisait, le son de sa voix semblant le calmer. Il n'a jamais essayé de la mordre. Même quand elle devait lui faire mal, en nettoyant les plaies, en changeant les bandages, il se contentait de la regarder avec ses yeux ambrés, comme s'il comprenait qu'elle l'aidait.
Elle l'appela Ombre, à cause de sa façon de se déplacer silencieusement, même blessée, et parce qu'il semblait exister dans un espace entre le sauvage et l'apprivoisé, jamais complètement l'un ou l'autre. Quand 6 semaines s'écoulèrent et que ses blessures furent guéries, devenues de pâles cicatrices, elle sut qu'il était temps. Il était plus fort maintenant, se déplaçait sans boiter, mangeait bien. Il devait retourner à la vie sauvage avant de trop s'habituer à elle. Elle l'avait emmené au plus profond de la forêt, à des kilomètres de son chalet, dans un endroit qu'elle savait propice à la chasse et peu fréquenté par les humains. Elle ouvrit la cage de transport et recula. Il en était sorti lentement, prudemment, humant l'air. Puis il l'avait regardé. Pendant un long moment, il s'était simplement observé. Femme et loup, garde forestière et animal sauvage, sauveuse et sauvée. Puis il avait fait quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié. Il s'était avancé et avait pressé son nez contre sa main. Un contact doux, là et disparu en un instant. Un geste qui ressemblait à de la gratitude, à une reconnaissance, à un adieu. Puis il s'était tourné et avait disparu dans les arbres, et elle ne s'attendait plus jamais à le revoir. Maintenant, assise dans son chalet 20 ans plus tard, Monique toucha la vieille carte topographique et traça le périmètre qu'Ombre avait établi autour de sa maison. Il s'était souvenu, d'une manière ou d'une autre, à travers 20 ans et la vie qu'il avait menée pendant ce temps. Il s'était souvenu et maintenant, il était revenu. Dehors, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la clairière. Elle se leva et alla à la fenêtre. À l'heure prévue, Ombre émergea de la lisière de la forêt et prit sa position au bord de la prairie. Elle leva la main dans un petit salut. Ses oreilles pivotèrent vers elle, et même de cette distance, elle pouvait le voir l'observer. « Moi aussi, je me souviens », murmura-t-elle. Stéphane Bernard arriva le dernier jeudi d'octobre, comme il le faisait chaque mois quand la route était praticable. Monique entendit sa vieille camionnette gravir la piste de terre bien avant de la voir. Le vieux véhicule faisait un bruit caractéristique, et le son portait loin dans le silence de la montagne. Elle était assise sur son porche, une couverture enroulée autour de ses épaules, lorsqu'il arriva dans la clairière. Ombre avait disparu dans la forêt au premier bruit du moteur, mais elle savait qu'il observait depuis un endroit dans les arbres. Stéphane sortit de la camionnette, un homme au début de la cinquantaine, le visage buriné et les yeux bienveillants. Il livrait le courrier aux fermes isolées de ces montagnes depuis 15 ans, et il connaissait Monique depuis presque aussi longtemps. Il était l'une des rares personnes qu'elle considérait comme un ami. « Bonjour, Monique », lança-t-il. « Comment ça tient ? » « Ça respire encore », répondit-elle, ce qui était sa réponse habituelle. Il apporta une petite caisse de provisions sur le porche. Des choses qu'elle avait commandées au bourg, livrées au bureau de poste et montées par Stéphane par faveur. Elle le payait pour le service, mais ils savaient tous les deux qu'il l'aurait fait de toute façon. « Tu as l'air amaigri », dit-il en l'étudiant avec inquiétude. « Tu manges assez ? » ?»« Je mange bien. Je peux apporter plus de provisions le mois prochain. Sandrine a envoyé quelques-unes de ses confitures maison. Je les ai dans la camionnette. » Sandrine était la femme de Stéphane, une femme que Monique avait rencontrée exactement 3 fois, et qui, pour des raisons que Monique ne comprenait pas entièrement, semblait déterminée à la materner à distance. « C'est gentil de sa part, » dit Monique. « Mais je me débrouille. » Stéphane posa la caisse et s'assit sur les marches du porche, sans y être invité, mais bienvenu. Cela faisait partie de leur routine. Il s'asseyait, il parlait un moment, et il évaluait si elle allait vraiment bien ou si elle faisait semblant. « La route va bientôt fermer, » dit-il. « Encore quelques semaines, peut-être moins si on a une neige précoce. Tu as assez de provisions pour tenir ? » J'en ai toujours. Et le bois ? Elle hésita, et il le remarqua. Combien il t'en reste ? Assez, dit-elle. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Monique, tu ne peux pas, je sais, l'interrompit-elle. Je sais que ce n'est pas assez. J'y travaille. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. Stéphane était doué pour savoir quand insister et quand laisser tomber. Je peux te monter une corde au prochain voyage. Ça ne prendra pas longtemps à décharger. Je peux te payer. Je sais que tu peux. On réglera ça au printemps. Elle hocha la tête, reconnaissante et embarrassée à la fois. La fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir, mais elle avait la vie dure. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant la clairière. Les trembles sur la crête étaient presque nus maintenant,
juste quelques feuilles d'or accrochées aux branches. L'air avait cette qualité particulière de la fin de l'automne, vif et pur, avec une pointe qui promettait l'hiver. J'ai vu un loup, dit finalement Monique. Stéphane se tourna pour la regarder. Ah oui? Il est dans les parages depuis quelques semaines maintenant. Il reste près du chalet. À quelle distance? Proche. Il dort sur le porche la nuit. Les sourcils de Stéphane se haussèrent. C'est inhabituel. Oui. Tu penses qu'il est malade? Parfois, quand ils ont la rage, il n'est pas malade, dit-elle fermement. Il est en bonne santé, fort. Juste vieux. Vieux? Elle lui raconta alors, brisant un silence qu'elle avait gardé pour elle pendant 20 ans. Elle lui parla du louveteau trouvé dans la tempête, de comment elle l'avait soigné, de sa libération dans la nature. Elle lui parla de l'enquête, du blâme, de sa démission. Stéphane écouta sans l'interrompre, ce qui était l'une des choses qu'elle appréciait chez lui. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Et tu penses que c'est le même loup? » Je sais que c'est lui. J'ai vu la cicatrice. Monique, c'était il y a 20 ans. Les loups je sais ce que les loups font et ne font pas, dit-elle. Et je sais ce que j'ai vu. Il l'étudia attentivement, et elle pouvait le voir essayer de décider si c'était la preuve d'un état mental déclinant ou juste un autre exemple des choses étranges qui se produisaient dans ces montagnes quand on y prêtait attention. D'accord, dit-il finalement. Admettons que ce soit le même loup. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais il me laisse de la nourriture, et il surveille le chalet comme s'il le gardait. Stéphane se frotta la mâchoire, pensif. Tu sais que ça semble, je sais comment ça semble. Mais tu es sûr? Je suis sûr. Il hocha lentement la tête. Eh bien, alors je suppose que tu t'es trouvé un compagnon. Quelque chose dans sa poitrine se détendit à son acceptation facile. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin que quelqu'un la croie. Je m'inquiète pour toi ici, toute seule, dit Stéphane après un moment. Ça va être un hiver rude. Je le sens. J'ai déjà survécu à des hivers rudes. Tu étais plus jeune avant. C'était une vérité qu'elle ne pouvait contredire, alors elle n'essaya pas. Stéphane se leva finalement, époussetant son pantalon. Je devrais y aller. Encore 2 arrêts avant la nuit. Il s'arrêta sur les marches. Tu as le téléphone satellite que je t'ai apporté au printemps dernier? Oui. Et tu l'utiliseras si tu as besoin d'aide? Oui. Promets-le-moi, Monique. Parce que si quelque chose arrive et que tu n'appelles pas, je serai très en colère contre toi. Malgré tout, elle sourit. Promis. Il hocha la tête, satisfait, et retourna à sa camionnette. Mais avant de monter, il se retourna. Ce loup, comment tu l'appelles? Ombre. Ombre, répéta-t-il. Eh bien, s'il veille sur toi, dis-lui que je le remercie. Après le départ de Stéphane, Monique resta assise sur le porche jusqu'à ce que le bruit de sa camionnette s'estompe complètement. Alors Ombre émergea des arbres, se déplaçant avec la démarche prudente d'un vieil animal qui sait comment conserver son énergie. Il s'approcha plus que d'habitude, s'arrêtant au pied des marches du porche. De près, elle pouvait voir plus clairement le gris autour de son museau, la légère raideur de ses mouvements. Il était vieux, tout comme elle était vieille, et ils manquaient tous les deux de temps. Stéphane dit merci, lui dit-elle, de veiller sur moi. Ombre s'assit, ses yeux ambrés fixés sur son visage. À l'intérieur du chalet, dans une boîte en bois sur son étagère, elle avait gardé son ancienne plaque de garde forestière. Elle ne l'avait pas regardée depuis des années, mais cette nuit-là, elle l'a sortie et la tint dans sa paume. Le métal était terni, l'étui en cuir usé. Il représentait une vie qu'elle avait laissée derrière elle, des choix qu'elle avait faits, des principes qu'elle avait refusé de compromettre. Elle avait sauvé la vie d'Ombre et y avait perdu sa carrière. Et maintenant, 2 décennies plus tard, il était revenu pour rembourser la dette. Elle passa son pouce sur la surface de la plaque, sentant les lettres en relief de son nom. Puis elle la rangea et alla se coucher, écoutant le son du loup sur son porche, veillant toute la nuit. Novembre arriva, dur et froid. La première neige tomba le 3e jour du mois. Pas la légère poussière qui venait parfois et fondait, mais une neige sérieuse, qui ne plaisantait pas. 15 cm pendant la nuit et la température chuta à -7 degrés.
Monique se réveilla dans un monde transformé et un corps qui ne voulait pas bouger. Ses articulations s'étaient bloquées dans le froid, et il lui fallut 20 minutes juste pour sortir du lit et s'habiller. Ses mains étaient particulièrement atteintes, l'arthrite les rendant raides et douloureuses. Elle dut utiliser ses 2 mains pour saisir la poignée de la bouilloire. Son état empirait, et elle le savait. La toux qui avait été occasionnelle était maintenant constante, surtout la nuit. Elle devait dormir appuyée sur des couvertures supplémentaires pour respirer plus facilement. Son appétit avait diminué, et elle avait perdu un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Quand elle se regardait dans le petit miroir au-dessus de son lavabo, elle voyait une femme qui paraissait plus vieille que son âge, décharnée, les yeux creux, en train de s'éteindre. L'idée de passer l'hiver semblait moins un défi qu'une impossibilité. Mais Ombre était toujours là. Chaque matin, chaque soir, tenant sa vigile. Et d'une manière ou d'une autre, sa présence rendait l'impossible simplement difficile. Le matin de la première neige, elle découvrit que son tas de bois avait grandi. Quelque chose, avait traîné des branches tombées de la forêt et les avait laissées près de son billot. C'étaient de bons morceaux, morts et secs, exactement le genre de bois qui brûlait chaudement et proprement. Elle resta là à les contempler pendant un long moment, son souffle formant de la buée dans l'air froid, essayant de comprendre. Les loups ne ramassaient pas de bois de chauffage. C'était au-delà de leur portée, au-delà de leur compréhension des besoins humains. Pourtant, le bois était là, et les traces d'ombre étaient tout autour. Elle passa la matinée à casser les branches en morceaux maniables et à les ajouter à sa pile. C'était un travail difficile, plus difficile qu'il n'aurait dû l'être, et elle devait s'arrêter fréquemment pour reprendre son souffle et soulager la douleur dans sa poitrine. Mais elle y parvint, et quand elle eut terminé, elle avait assez de bois pour tenir encore quelques semaines. Ce soir-là, Ombre apparut à la lisière de la clairière comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne maintint pas sa distance habituelle. Au lieu de cela, il se rapprocha, pas à pas, avec précaution, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 5 mètres du porche. Monique resta très immobile, osant à peine respirer. Ils se regardèrent à travers la clairière enneigée, femme et loup, tous deux vieux et luttant contre l'approche de l'hiver et de la mort. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle descendit lentement les marches du porche et s'assit sur la marche du bas, à son niveau. « Bonsoir, Ombre, dit-elle doucement. » Ses oreilles se dressèrent. Il fit un autre pas en avant. « Je ne sais pas de quoi tu te souviens, » continua-t-elle, gardant sa voix basse et stable. « Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir été petite et blessée, ou si tu te souviens de la remise où je t'ai gardée, ou de la façon dont je te parlais pendant que je changeais tes bandages. » Un autre pas. Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse voir les poils individuels de son pelage, la façon dont la neige qui tombait s'accrochait à sa fourrure. « Je me souviens de tout, dit-elle. Je me souviens de ton regard quand je t'ai trouvé. Comme si tu savais que j'étais ta seule chance. Je me souviens du son que tu faisais cette première nuit où la douleur était intense. Je me souviens de la façon dont tu as touché ma main avant de partir. Il n'était plus qu'à 3 mètres maintenant. Assez près pour qu'elle puisse voir sa buée dans le froid. Assez près pour que s'il voulait lui faire du mal, elle ne pourrait pas l'arrêter. Mais elle n'avait pas peur. « Je suis en train de mourir, » lui dit-elle. Et le dire à voix haute à une autre créature vivante le rendait réel d'une manière inédite. « Je ne sais pas si c'est cet hiver ou le prochain, mais bientôt. Mon corps me lâche. Et je suis seule ici, et j'ai peur. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, et soudain elle pleurait. Des larmes silencieuses qui gelaient sur ses joues dès qu'elle tombait. Ombre bougea alors, comblant la distance entre eux. Il s'arrêta à seulement 1,50 m et s'assit dans la neige, ses yeux ambrés ne quittant jamais son visage. Ils restèrent ainsi tandis que la neige tombait autour d'eux, que la lumière s'estompait et que le froid s'intensifiait. Deux vieilles âmes, survivant tous les deux, reconnaissant l'existence et la douleur de l'autre. Finalement, quand Monique trembla trop de froid et d'émotion pour rester assise plus longtemps, elle se leva lentement. « Merci, murmura-t-elle, d'être revenue, de rester. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais merci. » Elle rentra, et Ombre prit sa position habituelle sur le porche. À travers la porte, elle pouvait l'entendre s'installer pour la nuit, un son qui était devenu aussi familier que sa propre respiration. Le lendemain, elle trouva quelque chose qui changea tout. Elle fouillait dans ses vieux dossiers de garde forestière, des boîtes de paperasse qu'elle avait toujours eu l'intention de brûler mais ne l'avait jamais fait,
cherchant rien en particulier, juste quelque chose pour occuper ses mains et son esprit. Au fond d'une boîte, elle trouva un dossier qu'elle ne se souvenait pas d'avoir gardé. À l'intérieur se trouvait un rapport de l'Office national des forêts daté de 19 ans. L'entête disait « Étude de suivi de la faune, programme de réintroduction du loup dans les montagnes du Jura ». Ses mains se mirent à trembler en lisant. Le rapport détaillait un programme dont elle avait vaguement eu connaissance durant ces dernières années comme garde forestière, un effort pour suivre et surveiller les loups qui avaient été réintroduits dans la région. Les animaux étaient équipés de colliers de repérage qui transmettaient des données sur leurs déplacements, leurs habitudes de chasse et leur taux de survie. Il y avait une section sur les sujets individuels, chacun identifié par un numéro de collier. Et là, à la page 7, elle le trouva. Sujet GH 247, mâle, récupéré blessé louveteau, mars 2004, relâché après intervention médicale par M. Dubois, équipé d'un collier de repérage lors de sa libération. Son souffle se coupa. Ils avaient su. Après qu'elle l'eut relâché, quelqu'un du service l'avait trouvé et lui avait mis un collier. L'avait-il cherché spécifiquement? Son intervention non autorisée avait-elle été plus documentée qu'elle ne le réalisait? Elle continua à lire, le cœur battant. Le collier avait transmis des données pendant 12 ans avant que le signal ne soit perdu. Et les données montraient quelque chose d'extraordinaire. Le sujet GH 247 avait établi un territoire dans les montagnes du Jura et ne l'avait jamais quitté. Son domaine vital était inhabituellement petit pour un loup mâle, seulement environ 130 km², et il était centré sur un lieu spécifique, son chalet. Pendant 12 ans, Ombre avait vécu dans un rayon de 130 km de cet endroit. Le rapport notait cela comme un comportement inhabituel, indiquant peut-être ce que le biologiste appelait une « fidélité au site » ou une possible « imprégnation humaine ». Il y avait une note manuscrite dans la marge, à peine lisible, le sujet démontre une constance territoriale et des schémas de comportement protecteurs sans précédent. Aucun partenaire observé, aucune formation de meute. Nécessite une étude plus approfondie. Le signal avait été perdu il y a 7 ans, et le rapport concluait que le collier avait probablement cessé de fonctionner, ou que le sujet était mort. Mais il n'était pas mort. Il avait simplement vécu hors de portée de leur suivi, de leur observation, tout en maintenant sa veille sur cet endroit, sur elle. Monique s'assit à sa table, le rapport étalé devant elle, et comprit enfin ce qu'Ombre avait fait toutes ces années. Il n'avait pas oublié. Il n'était pas passé à autre chose. Il était resté proche. Avait vécu toute sa vie d'adulte dans l'ombre du lieu où elle l'avait sauvé. Et maintenant, alors qu'il était vieux et qu'elle était mourante, il avait enfin comblé la distance. Elle alla à la fenêtre. Ombre était visible à la lisière des arbres, une forme sombre contre la neige, observant comme il observait toujours. « Tu n'es jamais parti, dit-elle à la fenêtre, à la forêt. » À lui. « Pendant tout ce temps, tu n'es jamais vraiment parti. » L'hiver s'intensifia, et la connexion entre la femme et le loup aussi. La présence d'Ombre devint moins celle d'un visiteur que celle d'un compagnon constant. Il maintenait ses patrouilles, son périmètre de protection, mais la distance entre continuait de se réduire. À la mi-novembre, il dormait sur le porche toutes les nuits, son corps pressé contre la porte. Monique pouvait l'entendre à travers le bois mince, le son de sa respiration, les sons de rêve occasionnels qu'il faisait, le déplacement de son poids. Les nuits les plus froides, elle plaçait sa main contre la porte, imaginant pouvoir sentir sa chaleur à travers le bois, et lui chuchoter bonne nuit avant de s'endormir. Les artefacts de sa présence s'accumulaient. Elle trouva des touffes de sa fourrure sombre accrochées à la rampe du porche et les conserva dans un petit bocal. Elle remarqua comment certaines branches enneigées près de son chalet avaient été délibérément cassées, non par le vent ou le temps, mais par quelque chose qui les avait poussées à plusieurs reprises, créant des chemins. Elle réalisa qu'il avait dégagé des passages pour elle, lui facilitant l'accès aux tas de bois, aux latrines, aux sentiers menant au ruisseau. Elle commença à tenir un journal détaillé de son comportement. Chaque matin, elle notait ce qu'elle avait observé la veille, ses mouvements, les heures où il apparaissait et disparaissait, tout comportement inhabituel. Le journal devint une sorte de dialogue avec elle-même, une façon de traiter la chose extraordinaire qui lui arrivait. 18 novembre, écrivit-elle un matin, sa main se crispant autour du stylo. Ombre a apporté une gélinote ce matin. L'a laissé sur le perron. Il maigrit. Je peux voir ses côtes maintenant quand il bouge. Nous manquons tous les deux de temps. J'ai l'impression que nous essayons tous les deux de survivre un hiver de plus, même si je ne sais pas pourquoi l'un ou l'autre se bat si fort.
L'habitude, peut-être, ou l'entêtement. Pierre disait toujours que j'étais trop têtu pour mourir quand c'était mon heure. Elle fit une pause, puis ajouta, je ne suis plus seul. Après 15 ans à choisir la solitude, à me dire que je préférais ça, je ne suis plus seul. Et il s'avère que cela compte plus que je ne le pensais. Les cadeaux continuèrent, mais ils changèrent de nature. Ombre apportait encore de la nourriture de temps en temps, mais maintenant il y avait d'autres choses. Un nid d'oiseau parfaitement intact, placé avec soin sur son porche. Une branche de sauge séchée, comme s'il comprenait qu'elle utilisait les plantes pour se soigner. Une fois, un morceau d'écorce couvert de mousse qui était encore légèrement chaud, comme s'il l'avait porté dans sa gueule pour l'empêcher de geler. Ce n'était pas seulement des offrandes pratiques. Elle ressemblait à une communication, comme s'il essayait de lui dire quelque chose dans le seul langage qu'il possédait. Elle commença à lui parler plus ouvertement. Debout sur le porche dans le froid du matin, elle parlait à la forêt où elle savait qu'il écoutait. « J'ai trouvé le rapport », lui dit-elle un matin. « Je sais que tu es resté proche toutes ces années. Je sais que tu n'as jamais vraiment quitté cet endroit. » La forêt était silencieuse, mais elle sentait son attention. « Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir été petit, » continua-t-elle. « Je ne sais pas comment fonctionne la mémoire pour toi, si ce sont des images ou des sentiments ou quelque chose de complètement différent. Mais moi, je me souviens. Je me souviens de chaque détail. La façon dont tu tenais dans mes bras. Le son que tu faisais quand tu avais peur. La confiance dans tes yeux quand tu as finalement compris que j'essayais de t'aider. » Elle s'enlaça, essayant de se réchauffer. « J'ai passé 15 ans ici à me dire que je n'avais besoin de personne. Après la mort de Pierre, je pensais qu'être seul était plus facile que de risquer une autre perte. Mais tu m'as rappelé ce que c'est que d'être connecté à un autre être vivant, de compter pour quelqu'un ou quelque chose d'autre que soi-même. » Ombre émergea alors des arbres, se déplaçant lentement dans la neige profonde. Il s'approcha plus près que jamais, s'arrêtant juste au bord du porche. Il s'assit et la regarda, ses yeux ambrés vifs et clairs. « Bonjour, mon vieil ami, dit-elle doucement. » Il émit un son. Pas tout à fait un gémissement, pas tout à fait un grognement, quelque chose entre les deux, un son de reconnaissance. Elle s'assit sur les marches du porche, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers son pantalon. Ils étaient maintenant à hauteur des yeux, à quelques mètres l'un de l'autre. « J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai peur de cet hiver. J'ai peur de ne pas y survivre. J'ai peur de mourir seul ici, que personne ne me trouve avant le printemps. Je sais que c'est stupide. Nous mourrons tous, et mourir seul ne devrait pas être pire que de mourir d'une autre manière. Mais ça semble pire. » Ombre inclina légèrement la tête, écoutant. « Sauf que je ne suis pas seul, dit-elle. N'est-ce pas? Tu es là. Et ça veut dire quelque chose, même si je ne comprends pas tout à fait quoi. » Elle tendit lentement la main, paume vers le haut, comme elle l'avait fait 20 ans auparavant quand elle changeait ses bandages et avait besoin qu'il lui fasse confiance. Ombre regarda sa main un long moment. Puis, avec le même soin délibéré qu'il avait montré 2 décennies plus tôt, il se pencha en avant et toucha son nez à sa paume. Le contact ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant. Monique sentit des larmes couler sur son visage, gelant sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, quelque chose changea. Quand Monique ouvrit sa porte pour vérifier le temps avant de se coucher, Ombre se leva immédiatement. Avant qu'elle ne puisse réagir, il s'avança et franchit le seuil. Il n'était jamais entré dans le chalet auparavant, avait toujours maintenu cette frontière entre le sauvage et le domestique, entre son monde et le sien. Mais maintenant, il entra, se déplaçant lentement, ses yeux balayant le petit espace. Il huma l'air, s'imprégnant de l'odeur de fumée, d'herbe et d'habitation humaine. Puis il se dirigea vers l'alcôve, tourna encerclé, se coucha sur le sol à côté de son lit. Monique resta figée de stupeur un moment. Puis elle ferma la porte contre le froid et se dirigea vers son lit sur des jambes tremblantes. Elle s'allongea, tirant les couvertures sur elle, et regarda le loup couché à côté d'elle. « Très bien, alors, dit-elle doucement. Tu peux rester. » Ombre soupira, un son presque humain, et ferma les yeux. Pour la première fois en 15 ans, Monique s'endormit avec une autre créature vivante respirant dans la même pièce. Le son était à la fois étrange et profondément réconfortant, comme rentrer à la maison après une longue absence pour trouver tout exactement comme on s'en souvenait. Dehors, le vent se leva, hurlant au coin du chalet.
La neige se remit à tomber, lourde et épaisse. L'hiver resserrait son emprise sur les montagnes. Mais à l'intérieur, dans le petit cercle de chaleur et de camaraderie qu'ils avaient créé, deux vieilles âmes se reposaient ensemble, puisant leur force dans la présence de l'autre. Le passé était revenu pour protéger le présent. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique et loi naturelle, c'était suffisant. Décembre arriva avec un froid presque personnel dans son intensité. Le genre de froid qui trouvait chaque fissure dans les murs du chalet, chaque faiblesse dans les défenses de Monique. Elle se réveillait chaque matin en se sentant plus mal que la veille. La toux plus profonde, l'épuisement plus profond, la douleur dans ses articulations plus aiguës. Elle manquait de temps, et elle le savait. Ombre le savait aussi. Son comportement avait changé, devenant plus attentif, plus protecteur. Il quittait rarement son côté maintenant, la suivant lorsqu'elle se déplaçait dans le chalet, l'observant avec une intensité qui aurait été troublante si elle n'avait pas tant ressemblé à de l'inquiétude. Un après-midi gris, alors que la température n'était pas montée au-dessus de 0 de toute la journée, Monique décida de fouiller dans les dernières boîtes de rangement de Pierre. Elle cherchait un manuel médical particulier qu'elle se souvenait qu'il avait, espérant y trouver des informations sur le traitement des infections respiratoires sans antibiotiques. Les boîtes étaient empilées dans un coin du chalet, couvertes de poussière et d'années de négligence accumulées. Elle les avait évitées pendant longtemps. Elles contenaient trop de souvenirs, trop de chagrin. Mais le désespoir la rendit courageuse. Dans la troisième boîte qu'elle ouvrit, sous une couche de vieux guides de terrain et de notes de recherche, elle trouva un dossier manille qu'elle ne reconnaissait pas. L'onglet était simplement étiqueté GH 247. Ses mains se mirent à trembler en le sortant. GH 247. La désignation du collier de repérage d'ombre. Le dossier était plus épais qu'elle ne s'y attendait. À l'intérieur, elle trouva des photocopies de rapports officiels de l'Office national des forêts, des notes manuscrites, et ce qui ressemblait à une correspondance entre Pierre et la biologiste qui avait dirigé le programme de suivi des loups. Monique s'assit lentement, le dossier sur ses genoux, et commença à lire. Le premier document était daté de 3 mois après qu'elle eut relâché Ombre, juin 2004. C'était une lettre de Pierre au docteur Claire Leroy, la biologiste en chef du projet de suivi. « Chère Claire », commençait-elle. « Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer concernant le sujet GH 247. Comme je l'ai expliqué au téléphone, j'ai un intérêt personnel pour le bien-être de cet animal particulier. Ma femme était la garde forestière qui est intervenue pour sauver la vie du louveteau, et bien que ses actions n'aient pas été autorisées, elle venait d'un lieu de profonde compassion. Je comprends la position du service, mais j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour assurer la survie de ce loup et contribuer à vos recherches par la même occasion. » Le cœur de Monique battait à tout rompre. Pierre avait su. Il avait su ce qu'elle avait fait, et il avait travaillé en coulisses pour protéger Ombre. Les documents suivants étaient encore plus révélateurs. Pierre avait apparemment convaincu le docteur Leroy d'équiper Ombre d'un collier de repérage lors de sa libération. Plus que ça, il avait reçu des mises à jour régulières sur les mouvements et le comportement d'Ombre tout au long des années de l'étude. Il y avait des cartes montrant le territoire d'Ombre, le même rayon de 130 km que Monique avait vu dans le rapport qu'elle avait trouvé plus tôt. Il y avait des notes comportementales décrivant ces schémas inhabituels. Et il y avait d'autres lettres entre Pierre et le docteur Leroy discutant de ce que les données pourraient signifier. Une lettre datée de 2009 attira son attention. Le comportement du sujet continue de défier les schémas normaux, avait écrit le docteur Leroy. Son territoire est spécifiquement centré sur le chalet du bois, et il a maintenu cette concentration depuis 5 ans maintenant, sans aucune variation. Il n'a montré aucun intérêt à trouver un partenaire, aucune tentative d'établir une meute. Ses habitudes de chasse sont efficaces, mais minimales. Il ne prend que ce dont il a besoin pour survivre, rien de plus. C'est comme si toute son existence était orientée vers un seul but, bien que je ne puisse que spéculer sur ce but. Pierre avait répondu, peut-être que la gratitude est plus complexe que nous ne le créditons aux animaux. Ou peut-être que ce que nous voyons est quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle de la connexion interespèce. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant de savoir qu'il est vivant et bien, même si Monique ne le saura jamais. Je me réconforte dans le fait que quelque chose qu'elle a sauvé a survécu et même prospéré à sa manière. Monique dut arrêter de lire un instant. Les larmes brouillaient sa vision, et sa poitrine était serrée d'une émotion qui n'avait rien à voir avec sa maladie. Pierre avait suivi Ombre toutes ces années, l'avait surveillée, comme Ombre la surveillait maintenant. Et il ne lui avait jamais dit,
l'avait gardé secret, peut-être pour la protéger de plus de problèmes avec l'office, ou peut-être simplement parce qu'il comprenait qu'elle avait besoin de croire qu'Ombre était passée à autre chose, avait vécu une vie pleinement sauvage sans elle. Mais Pierre était mort il y a 9 ans. Les lettres s'arrêtaient en 2014, juste un an avant sa crise cardiaque, et les données de suivi avaient pris fin à peu près au même moment. La batterie du collier avait finalement rendu l'âme après 12 ans de transmission. Pourtant, il y avait un dernier document dans le dossier. Celui-ci était de l'écriture de Pierre, daté de seulement 2 semaines avant sa mort. Il semblait être une entrée de journal, ou une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. « J'ai de nouveau rêvé du loup cette nuit », avait-il écrit. Je pense de plus en plus à lui ces derniers temps, me demandant s'il est toujours là, s'il maintient toujours sa veille sur cet endroit. Le collier de repérage a cessé d'émettre il y a 3 ans, donc nous n'avons aucun moyen de savoir s'il est vivant ou mort. Mais j'aime à penser qu'il est vivant. J'aime à penser qu'il est toujours là, dans la forêt, toujours connecté à nous d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Monique ne sait pas que je l'ai suivi toutes ces années. Elle pense qu'elle l'a complètement laissé partir, qu'elle a fait son sacrifice et que c'était la fin. Mais j'ai observé ses données. J'ai vu ses schémas et je connais la vérité. Elle ne l'a pas laissé partir. Ou plutôt, il n'est jamais parti. Et je pense qu'un jour, quand elle aura le plus besoin de lui, il se révélera à nouveau à elle. Les animaux comprennent des choses que nous ne comprenons pas. Ils comprennent la dette, la loyauté et l'amour d'une manière qui transcende nos esprits rationnels. Si je ne survis pas à cette prochaine opération et le visage du médecin suggère que c'est plus sérieux qu'il ne le dit, j'espère que Monique trouvera ses papiers un jour. J'espère qu'elle comprendra que la bonté qu'elle a montrée à ce loup n'a pas été vaine, qu'elle a compté, qu'elle a créé quelque chose de durable et de réel, même si cela défiait toute logique et loi naturelle. Le loup est toujours là, Monique. Il veille sur toi, même si tu ne le sais pas. Et quand tu auras besoin de lui, je crois qu'il viendra. Le papier tremblait dans les mains de Monique. Pierre avait écrit cela juste avant l'opération dont il ne s'était jamais réveillé. Il avait su qu'il allait mourir, et il avait utilisé ces derniers jours pour lui laisser ce message. Elle leva les yeux à travers ses larmes et trouva Ombre qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Il était resté couché tranquillement pendant qu'elle lisait, mais maintenant il se leva et vint vers elle, pressant sa tête contre son genou. Il savait, murmura-t-elle à Ombre. Pierre savait que tu étais là. Il a veillé sur toi toutes ces années, s'assurant que tu étais en sécurité. Ombre émit un son doux dans sa gorge. Et maintenant tu es là, continua-t-elle. Exactement comme il l'avait dit. Quand j'ai le plus besoin de toi, tu es revenu. Elle enfouit son visage dans la fourrure d'Ombre et pleura pour Pierre, pour elle-même, pour le loup qui avait porté une loyauté impossible pendant 20 ans. Elle pleura pour le mystère de la connexion et l'étrange grâce des secondes chances. Quand elle se retira enfin, elle regarda Ombre avec une nouvelle compréhension. Il ne s'était pas seulement souvenu d'elle. Il avait passé toute sa vie d'adulte à honorer ce qu'elle avait fait pour lui. Et Pierre avait su, avait cru en l'impossible, avait eu foi en le lien entre sa femme et un loup sauvage. Merci, murmura-t-elle, ne sachant pas si elle parlait à Ombre ou à la mémoire de Pierre. Merci d'avoir cru. Merci d'être resté. Dehors, le vent hurlait autour du chalet, et la neige se remit à tomber. Mais à l'intérieur, Monique sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose de proche, le sentiment qu'elle n'affrontait pas l'hiver seule, que l'univers lui avait fait un dernier cadeau avant la fin. L'impossible était revenu, et avec lui, une raison de continuer à se battre. La tempête de neige arriva 3 jours plus tard. Monique se réveilla dans un monde qui avait disparu. Les fenêtres ne montraient que du blanc. Pas de la neige tombant sur un ciel gris, mais un blanc total. Le genre où l'on ne peut dire où le sol se termine et où l'air commence. Le vent était une chose vivante, hurlant autour du chalet avec une fureur qui faisait trembler les murs. Elle pouvait sentir le bâtiment lutter contre lui, entendre les poutres grincer sous la tension. Elle avait vu de mauvaises tempêtes avant, mais celle-ci était différente. Elle semblait apocalyptique. Ombre était pressée contre la porte, gémissant doucement. Même lui semblait perturbé par l'intensité de la tempête. La fièvre de Monique avait grimpé pendant la nuit. Elle s'était réveillée plusieurs fois, trempée de sueur malgré le froid, ses poumons brûlant à chaque respiration. La toux qui avait été sa compagne constante avait évolué en quelque chose de pire, un son de râle profond qui ramenait des mucosités teintées de sang. Elle était en train de mourir.
Pas un jour prochain, mais maintenant. Cette tempête serait sa fin. La pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle ressentit un étrange calme. Après toutes ces années de lutte, de survie, de maintien de son emprise tenace sur la vie, elle était simplement fatiguée, prête à lâcher prise. Elle se tira du lit avec un effort considérable et se traîna jusqu'à la fenêtre. La neige ensevelissait déjà le chalet. Elle pouvait la voir s'accumuler contre les murs, grimpant vers le cadre de la fenêtre. Ce soir, elle serait complètement ensevelie. Ombre gémit de nouveau, plus insistamment. « Je sais », lui dit-elle, sa voix à peine un murmure. « C'est grave. » Elle se dirigea vers son petit bureau et sortit du papier et un stylo. Ses mains tremblaient terriblement à cause de la fièvre, de la faiblesse, du froid, mais elle réussit à écrire. « Stéphane, commença-t-elle, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu à l'hiver. Ne te sens pas mal. Je suis prête à partir, et c'est ici que je voulais être quand cela arriverait. S'il te plaît, ne laisse personne blâmer le loup. Son nom est Ombre, et il m'a tenu compagnie ces derniers mois. Il est vieux et ne survivra probablement pas à l'hiver non plus. Mais s'il le fait, laisse-le tranquille. Il a gagné sa paix. » Elle fit une pause, luttant pour trouver les mots pour la suite. « Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. J'ai enfreint les règles pour le faire et j'ai perdu ma carrière à cause de cela. Je ne l'ai jamais regretté, pas un seul instant. Et ces derniers mois, l'avoir ici a été le plus grand cadeau que j'aurais pu demander. Si tu crois en quelque chose, le karma, la grâce, la bonté fondamentale de l'univers, alors crois ceci, la gentillesse compte. Le plus petit acte de compassion peut se répercuter à travers le temps de manière que nous ne pouvons imaginer. Merci d'avoir été mon ami, Stéphane. Merci d'avoir veillé sur moi toutes ces années. Dis à Sandrine que ses confitures maison étaient délicieuses. Ne me pleurez pas trop. J'ai eu une belle vie. J'ai aimé profondément. J'ai vécu selon mes principes. J'ai passé mes derniers jours en compagnie de quelque chose de sauvage et de beau qui a choisi d'être près de moi. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Avec amour et gratitude, Monique. Elle plia la lettre soigneusement et la laissa sur la table où elle serait trouvée. Puis elle essaya de se faire une tisane, mais ses mains tremblaient trop pour tenir la bouilloire. Elle abandonna et s'assit dans son fauteuil à bascule, tirant des couvertures autour d'elle. Ombre vint se coucher à ses pieds, pressant son corps chaud contre ses jambes. « Je suis désolée, lui dit-elle. Désolée de ne pas être plus forte. Désolée de ne pas pouvoir traverser ça avec toi. » La fièvre montait encore. Elle pouvait la sentir la brûler, consumant le peu de force qui lui restait. Sa vision commençait à se brouiller sur les bords, et ses pensées devenaient déconnectées, oniriques. Elle rêva de Pierre, jeune et fort, riant alors qu'ils construisaient ce chalet ensemble. Elle rêva de ses débuts comme garde forestière, parcourant ces montagnes, apprenant leurs secrets. Elle rêva d'Ombre en tant que louveteau, petit et brisé, et lui faisant confiance pour le sauver. La tempête s'intensifia. Le son était comme un train de marchandises, constant et écrasant. La neige entrait par les interstices autour des fenêtres, de petites congères se formant sur le sol. Quelque chose s'écrasa à l'extérieur, la remise à bois, peut-être, ou l'une des vieilles dépendances. Le chalet trembla sous l'impact. Ombre se leva soudain, alerte et agitée. Il se dirigea vers la porte, puis revint vers Monique, puis de nouveau vers la porte. Il commença à la gratter, gémissant avec urgence. « Je ne peux pas », dit faiblement Monique. « Je ne peux pas bouger. » Mais Ombre n'arrêtait pas. Il vint vers elle, attrapa la couverture avec ses dents et tira. Elle ne comprit pas au début. Puis elle l'entendit, un profond gémissement venant d'en haut. Les poutres du toit cédaient sous le poids de la neige. Le chalet allait s'effondrer. La prise de conscience traversa le brouillard de sa fièvre. Elle essaya de se lever mais ne put pas. Ses jambes ne supportaient pas son poids. Ombre attrapa maintenant sa manche, tirant plus fort, ses dents prudentes pour ne pas percer la peau, mais la pression insistante. « D'accord, halta-t-elle. D'accord, je comprends. » S'appuyant sur le fauteuil, elle réussit à se mettre debout. Ombre se plaça immédiatement à ses côtés, se pressant contre sa jambe, soutenant son poids. Ensemble, ils se traînèrent vers la porte. Chaque pas était une agonie. Chaque respiration semblait être la dernière.
Mais Ombre ne la laissait pas s'arrêter, ne la laissait pas abandonner. Elle réussit à enfiler son manteau. La vieille parka de pierre, lourde et chaude. Ses mains tremblaient trop pour boutonner, alors elle le laissa ouvert. Ombre attrapa de nouveau sa manche et la tira vers la porte. Elle l'ouvrit et la tempête la frappa comme un coup physique. Le vent lui vola son souffle et la neige lui cingla le visage avec une force piquante. Elle ne voyait rien, juste du blanc partout, infini et désorientant. Ombre la tira en avant dans la tourmente. Ils se déplacèrent dans le blanc total, Ombre menant et Monique suivant, sa main agrippée à sa fourrure. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où ils allaient. Elle pouvait à peine se tenir debout, à peine respirer, à peine penser à travers la fièvre et le froid et l'intensité suffocante de la tempête. Plusieurs fois, elle tomba. Chaque fois, Ombre attendit patiemment, se pressant contre elle jusqu'à ce qu'elle puisse se relever. Le temps devint insignifiant. Ils auraient pu marcher pendant des minutes ou des heures. Elle était au-delà du froid maintenant, au-delà de la douleur, dans cet étrange état dissociatif où le corps commence à s'éteindre et où l'esprit dérive librement. Le vent cessa brusquement. La neige arrêta de lui frapper le visage. Elle s'effondra sur de la roche. De la roche sèche. De la roche abritée. Ils étaient dans une sorte de grotte ou d'abri sous roche. Ombre l'avait amenée à l'abri. Elle resta là, à peine consciente, sentant Ombre s'enrouler autour de son corps, partageant sa chaleur. De quelque part au loin, elle entendit un bruit de fracas énorme. Des poutres se brisant, des murs s'effondrant. Le chalet, pensa-t-elle vaguement. Le chalet n'était plus. Ombre l'avait sauvé. Avait su que le bâtiment cédait et l'avait fait sortir juste à temps. Elle essaya de le remercier, mais aucun mot ne sortit. Elle essaya de s'accrocher à la conscience, mais elle lui échappait comme de l'eau entre ses doigts. Sa dernière pensée cohérente fut qu'elle n'allait pas mourir seule après tout. Ombre était là. Ombre était restée. Puis l'obscurité la prit, et elle ne sut plus rien. Monique se réveilla lentement, remontant à travers des couches d'obscurité comme si elle nageait depuis de grandes profondeurs. Pendant un long moment, elle ne sut ni où elle était, ni ce qui s'était passé. Elle ne connaissait que la chaleur, une chaleur bénie et précieuse, et le son d'une respiration qui n'était pas la sienne. Ses yeux s'ouvrirent sur une lumière tamisée filtrant à travers la neige qui tombait. Elle était allongée sur le côté dans ce qui semblait être un abri sous roche naturelle, du genre formé par des siècles d'érosion, où un surplomb rocheux créait une cavité protégée. Le sol était sec, tapissé d'aiguilles de pin et de mousse qui semblaient délibérément arrangées. Ombre était enroulée autour d'elle, son corps pressé contre son dos et son flanc, sa chaleur l'empêchant de geler. Quand il la sentit bouger, il leva la tête et émit un son doux. Mi-gémissement, mi-question. « Je suis en vie », murmura-t-elle, surprise de constater que c'était vrai. Sa fièvre était tombée quelque temps pendant la nuit. Elle se sentait toujours terriblement mal, faible, tremblante, les poumons congestionnés et douloureux, mais le délire brûlant avait disparu. Elle pouvait de nouveau penser clairement. Elle réussit à s'asseoir lentement, chaque muscle protestant. Ombre se pressa immédiatement contre son flanc, la soutenant. L'abri était plus grand qu'elle ne l'avait d'abord pensé, s'étendant dans le flanc de la colline sur peut-être 3 ou 4 mètres. L'ouverture faisait face au sud-est, protégée des vents dominants les plus violents. À travers l'entrée, elle pouvait voir la tempête continuer, bien qu'elle ait perdu une partie de sa fureur apocalyptique. « Où sommes-nous » demanda-t-elle à Ombre, puis réalisa qu'elle le savait. C'était un endroit qu'elle avait découvert des années auparavant, à l'époque où elle était garde forestière, et qu'elle avait marqué sur ses cartes topographiques. Elle l'avait noté comme un abri d'urgence potentiel, mais l'avait oublié au fil des ans. Ombre n'avait pas oublié. Il l'avait amenée ici à travers la tourmente, dans l'obscurité, alors qu'elle était à peine consciente. Il lui avait sauvé la vie. Elle regarda l'abri plus attentivement et réalisa qu'Ombre l'avait préparé. Les aiguilles de pin et la mousse qui tapissaient le sol étaient trop uniformément réparties pour être naturelles. Il les avait rassemblées, arrangées. Les branches empilées au fond de l'abri, du combustible potentiel si elle parvenait à allumer un feu. La façon dont l'entrée était partiellement bloquée par des arbres morts, créant un brise-vent tout en permettant la ventilation. Il s'était préparé à cela, avait su d'une manière ou d'une autre qu'elle aurait besoin de cet endroit. « Tu savais que le chalet allait s'effondrer » dit-elle doucement. « N'est-ce pas ?» Ombre la regardait avec ses yeux ambrés, anciens et sages. Elle essaya de se souvenir du chalet,
de ses affaires, de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, ses herbes, ses journaux, les photographies de Pierre, la plaque de garde forestière dans sa boîte en bois. Tout cela était maintenant enfoui sous la neige et les débris. La perte aurait dû la dévaster. Au lieu de cela, elle ne ressentit que de la gratitude d'être en vie. Elle s'en était sortie avec juste son corps, le manteau de pierre et ombre. Tout le reste était remplaçable ou appartenait déjà au passé. Ombre se leva soudain et se dirigea vers l'entrée de l'abri. Il regarda la tempête, puis se retourna vers elle, puis regarda de nouveau dehors. Son langage corporel était clair. Il devait partir, mais ne voulait pas l'abandonner. « Vas-y, dit Monique. Je m'en sortirai un moment. » Il hésita, puis disparut dans le blanc. Monique resserra le manteau de pierre autour d'elle et attendit. Elle était seule dans un abri sous roche au milieu d'une tempête de neige, sans provisions et avec à peine la force de se tenir debout. Selon toute mesure rationnelle, elle devrait être terrifiée. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement paisible. Ombre reviendrait. Elle le savait avec une certitude absolue. Quoi qu'il fasse, où qu'il soit allé, il reviendrait. Elle somnola par intermittence, entrant et sortant de la conscience. Le temps passa. Elle n'avait aucune idée de combien. La lumière à travers l'ouverture de l'abri diminua alors que l'après-midi tournait au soir. Puis Ombre revint. Il avait quelque chose dans la gueule, quelque chose de rouge et de cylindrique. Il le laissa tomber à ses pieds. Il lui fallut un moment pour le reconnaître. Une fusée de détresse de la trousse de secours de son chalet. Le boîtier en plastique était rayé et cabossé, comme s'il avait été déterré des débris, mais il était intact. Elle le ramassa avec des mains tremblantes, croyant à peine ce qu'elle voyait. Ombre était retournée au chalet effondré, avait trouvé d'une manière ou d'une autre ses fournitures d'urgence dans les décombres, et lui avait apporté la seule chose qui pouvait signaler de l'aide. « Comment savais-tu » murmura-t-elle. « Comment savais-tu à quoi cela servait » Mais elle connaissait la réponse. Il l'avait observé pendant des mois, l'avait vu vérifier la trousse de secours, avait compris d'une manière ou d'une autre que c'était important. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle serrait la fusée. « Tu essaies de me sauver. Après tout, tu essaies toujours de me sauver. » Ombre s'approcha et pressa sa tête contre son épaule. Elle l'enlaça, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Merci, sanglota-t-elle. Merci. 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 » La tempête commença à se calmer vers minuit. Le vent se tut d'abord, son hurlement constant s'estompant en rafales occasionnelles. Puis la neige s'allégea, passant d'un blanc aveuglant à de gros flocons, pour finalement n'être plus qu'une douce dérive. À l'aube, elle avait complètement cessé. Monique se réveilla sous un ciel clair et dans un silence absolu. Le genre de silence qui ne vient qu'après une grande tempête, quand le monde est enfoui et immobile sous une neige profonde. Elle était en vie. Contre toute attente. Malgré son corps défaillant et la pire tempête de neige depuis des décennies, elle était en vie. Ombre était réveillée, debout à l'entrée de l'abri, regardant le paysage transformé. Quand Monique bougea, il se tourna vers elle et elle le vit clairement dans la lumière du matin. Il était vieux. Elle l'avait su avant, mais maintenant elle le voyait vraiment. Le gris givrait lourdement son museau. Son corps était décharné, les côtes visibles sous son pelage d'hiver. Il se déplaçait avec raideur, favorisant sa patte arrière gauche. Ses yeux ambrés étaient toujours vifs, toujours intelligents, mais ils étaient sertis dans le visage d'un loup ancien qui avait vécu bien au-delà de sa durée de vie naturelle. Ils étaient tous les deux vieux, tous les deux au bout de leur voyage, mais ils étaient ici ensemble, et cela signifiait quelque chose. Monique tendit lentement la main, et Ombre vint à elle. Elle passa ses mains dans sa fourrure et ses doigts trouvèrent quelque chose. Une bande de nylon usé, toujours attachée autour de son cou, partiellement cachée sous son épais pelage d'hiver. Le collier de repérage, ou ce qu'il en restait. La batterie et l'émetteur avaient disparu depuis longtemps, mais le collier lui-même restait, un fantôme de la technologie qui avait autrefois surveillé chacun de ses mouvements. GH247, dit-elle doucement, lisant les chiffres effacés sur l'étiquette du collier. Sujet GH247. C'est comme ça qu'il t'appelait. Elle tâtonna la boucle, ses doigts froids et raidis maladroits, mais finit par l'ouvrir. Le collier se détacha, et elle le tint dans ses mains. Cet artefact de connexion, cette preuve que tout ce dont elle s'était souvenue et ce en quoi elle avait cru était réel.
Tu n'as plus besoin de ça, dit-elle à Ombre. Tu es libre. Tu as toujours été libre. Elle posa le collier de côté et regarda dans les yeux d'Ombre. Pendant un long moment, ils se contentèrent de s'observer. Femme et loup, deux survivants qui s'étaient trouvés 2 fois en 20 ans. Puis Ombre fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis ce jour dans la forêt où elle l'avait relâché. Il se pencha en avant et pressa doucement son nez contre sa paume, le maintenant là pendant plusieurs battements de cœur. Le geste était sans équivoque. Reconnaissance, gratitude, adieu. Monique sentit son cœur se briser et se réparer simultanément. Tu m'as sauvé la vie, murmura-t-elle. Tu es revenu et tu m'as sauvé la vie, tout comme j'ai sauvé la tienne. Ombre se recula et se dirigea vers l'entrée de l'abri. Il regarda le monde enneigé, puis se retourna vers elle une dernière fois. Puis il leva la tête et hurla. C'était un son différent de tout ce qu'elle avait entendu de lui auparavant, long, clair et fort, résonnant à travers les montagnes. Un signal, un appel. Ombre hurla 3 fois, faisant une pause entre chaque, attendant. Et puis, de quelque part au loin, vint un son en réponse. Pas un hurlement, mais des voix humaines. Un cri, le son lointain de moteurs de motoneige. Ombre avait appelé à l'aide. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, il avait trouvé un moyen de lui amener de l'aide. En quelques minutes, elle put voir du mouvement sur la crête au-dessus de l'abri. Des silhouettes sur des motoneiges fendant les profondes congères. Alors qu'il se rapprochait, elle reconnut le premier conducteur, Stéphane Bernard, emmitouflé dans son équipement d'hiver, son visage plissé d'inquiétude. Ombre les regarda approcher, puis regarda Monique une dernière fois. Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, elle comprit. Son travail était terminé. Il l'avait sauvée, avait appelé à l'aide pour elle, avait remboursé la dette qu'il sentait devoir. Il était temps pour lui de partir. Ombre, dit-elle, sa voix se brisant. Attends. Mais il se déplaçait déjà, s'éclipsant dans la forêt avec la grâce silencieuse qui lui avait donné son nom. En quelques secondes, il avait disparu dans les arbres comme s'il n'avait jamais été là. Stéphane atteignit l'abri et descendit rapidement, se précipitant à ses côtés. Monique, mon Dieu, on te cherche depuis que la tempête s'est calmée. Ton chalet s'est effondré. On a cru, je vais bien, dit-elle faiblement. Le loup m'a fait sortir. Il m'a sauvé. Stéphane la regarda avec inquiétude, pensant probablement que la fièvre avait affecté son esprit. Mais ensuite, il vit les traces dans la neige, des traces de loup, menant à l'abri puis s'éloignant dans la forêt. Il était là, dit doucement Stéphane, comprenant. Oui, dit Monique, des larmes coulant sur ses joues gelées. Il était là. Elle regarda les arbres où Ombre avait disparu, sachant qu'elle ne le reverrait plus jamais, sachant que c'était ainsi que cela devait être. Au revoir, mon vieil ami, murmura-t-elle. Merci pour tout. Le printemps arriva lentement dans les montagnes du Jura, comme toujours. La neige fondit par couches, révélant le paysage petit à petit. D'abord les plus hautes crêtes, puis les pentes exposées au sud. Enfin, les vallées ombragées où l'hiver s'accrochait le plus longtemps. Monique avait passé 3 mois dans le bourg de la vallée, se remettant dans une petite clinique que Stéphane et Sandrine lui avaient trouvée. Pneumonie, avaient dit les médecins, malnutrition sévère, hypothermie. Elle avait de la chance d'être en vie. Elle ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait comme quelqu'un à qui on avait donné quelque chose de précieux et qu'on lui avait ensuite repris avant qu'elle ne soit prête à lâcher prise. Les médecins voulaient qu'elle reste au bourg, qu'elle aille en maison de retraite, qu'elle accepte que ses jours dans les montagnes étaient terminés. Elle souriait, hochait la tête et acceptait d'y réfléchir. Mais elle connaissait la vérité. Elle allait y retourner. Stéphane la conduisit sur la route de montagne par un matin radieux de fin avril. La camionnette rebondissait et cahotait sur la piste endommagée par l'hiver. Et à chaque kilomètre, Monique sentait quelque chose dans sa poitrine se détendre et s'élargir. L'air sentait bon. Le pain, la terre qui dégèle, et la possibilité. Le site du chalet était un désastre. Le toit s'était complètement effondré sous le poids de la neige, emportant la plupart des murs avec lui. Ses affaires étaient soit enfouies, soit détruites. L'endroit où elle avait vécu pendant 23 ans n'était plus qu'un tas de bois brisé et de métal tordu. Mais Stéphane avait été occupé. Avec l'aide d'autres habitants de la vallée, émus par son histoire, il avait déblayé le site et commencé la construction d'un nouveau chalet, plus petit que l'original, mais bien construit et isolé,
avec de véritables fondations et un toit renforcé conçu pour supporter de lourdes charges de neige. Les gens voulaient t'aider, expliqua Stéphane en lui faisant visiter les lieux. Quand la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'est passé, sur le loup, tout le monde a voulu participer. Nous avons assez de dons pour finir le chalet est approvisionné pour une année entière. Monique ne pouvait pas parler. Elle se contenta de hocher la tête, submergée par la gentillesse inattendue de gens qu'elle connaissait à peine. Sandrine avait meublé le chalet avec des pièces simples mais robustes, un bon lit, une table et des chaises, des étagères pour ses herbes et ses livres. Le poêle à bois était neuf et efficace. Les fenêtres étaient à double vitrage contre le froid. Il y avait même un petit système de panneaux solaires pour fournir une électricité de base. Et dehors, monté sur un poteau à côté de la porte, se trouvait un panneau en bois, gravé à la main, les lettres profondes et claires, la veille d'ombre. C'est Stéphane qui l'a fait, dit Sandrine en venant se tenir à côté de Monique. Il pensait que c'était approprié, puisque le loup a veillé sur toi. Monique traça les lettres gravées avec ses doigts, les larmes brouillant sa vision. C'est parfait, murmura-t-elle. Elle emménagea un mardi, transportant les quelques affaires qui avaient été sauvées ou remplacées. C'était à la fois étrange et tout à fait juste d'être de nouveau ici, dans cet endroit qu'il avait presque tué, mais qui lui avait aussi fait le plus grand cadeau de sa vie. Cette première nuit, elle s'assit sur le nouveau porche alors que le soleil se couchait, regardant les ombres s'allonger sur la clairière. La forêt reprenait vie après l'hiver, des chants d'oiseaux, de petits animaux bruissant dans le sous-bois, le ruisseau qui coulait à flot avec la fonte des neiges. Elle ne s'attendait pas à voir ombre. Elle savait que leur histoire avait atteint sa conclusion naturelle. Il l'avait sauvée, elle avait survécu, et c'était suffisant. Demander plus aurait été de la gourmandise. Mais alors que la lumière s'estompait et que les étoiles commençaient à émerger, elle crut voir un mouvement à la lisière des arbres. Une forme sombre, quadrupède et familière, se tenant immobile dans le crépuscule naissant. Son cœur fit un bond. Elle se leva lentement et se dirigea vers le bord du porche. Ombre, appela-t-elle doucement dans la pénombre. La forme s'avança de quelques pas, et elle le vit clairement dans la dernière lueur du jour. Encore plus vieux, encore plus maigre, mais c'était indubitablement lui. Ses yeux ambrés captèrent le soleil mourant et brillèrent. Ils se regardèrent à travers la clairière, femme et loup, tous deux survivants improbables d'un hiver qui aurait dû les tuer. Puis Ombre s'assit, là, à la lisière de la forêt, et Monique comprit. Il n'était pas parti. Il était simplement retourné à sa veille, maintenant sa distance protectrice, poursuivant la vigile qu'il tenait depuis 20 ans. Elle s'assit sur les marches du porche, à son niveau, et parla dans l'obscurité grandissante. « Je suis de retour, dit-elle. Je suis chez moi, et je vais bien m'en sortir. » Les oreilles d'Ombre pivotèrent vers sa voix. « Merci, continua-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Merci de t'être souvenu. Merci d'être revenu. Merci de m'avoir sauvé quand j'en avais le plus besoin. » Le loup inclina légèrement la tête, écoutant. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, n'est-ce pas ?» dit doucement Monique. « Il y a 20 ans, et de nouveau cet hiver. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Ombre se leva alors, et un instant elle crut qu'il allait s'approcher. Au lieu de cela, il se tourna et se fondit dans les ombres de la forêt, ne faisant plus qu'un avec l'obscurité. Mais elle savait qu'il était là. Elle pouvait sentir sa présence, sa veille continue sur cet endroit et sur elle. Elle resta assise sur son porche tandis que les étoiles apparaissaient une par une, que les bruits nocturnes de la forêt s'élevaient autour d'elle. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Le contentement. Pas le bonheur exactement. Pas l'absence de perte ou de chagrin, mais quelque chose de plus profond, le sentiment d'être exactement là où elle était censée être, faisant exactement ce qu'elle était censée faire. Vivre, survivre, connectée par des fils invisibles aux créatures sauvages qui l'entouraient, et à une créature sauvage en particulier. Ombre veillerait sur elle, et elle vivrait ses derniers jours en sachant que la bonté offerte librement, sans attente de retour, pouvait créer des liens qui transcendaient le temps, la logique, et même la mort elle-même. Les montagnes lui avaient appris beaucoup de choses au fil des ans, mais c'était la plus grande leçon, que l'amour, sous toutes ses formes, était la force la plus puissante du monde. Et que parfois, si l'on était très chanceux, il vous revenait lorsque vous en aviez le plus besoin. Dans la forêt, un loup hurla, un son long, grave et magnifique. Un son de reconnaissance, de connexion, de promesse tenue. Monique sourit et murmura dans l'obscurité, « Je t'entends,
mon vieil ami. Je t'entends. Et dans la paix de la nuit montagnarde, deux vieilles âmes, l'une humaine, l'autre sauvage, se reposèrent ensemble, sachant qu'elles n'étaient pas, et ne seraient plus jamais, seules.